Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu envisages peut-être de changer de métier. Et il est fort probable que tu ne saches ni quoi faire, par quoi commencer ou encore vers qui te tourner. Pour t'aider à répondre à cette question, je me suis associée à Caroline Escalier. Elle est coach certifiée, spécialisée dans le domaine de la reconversion professionnelle et elle a fondé les Explorateurs engagés. Ensemble, nous avons créé un bilan de compétences adapté aux enseignants et plus de 40 profs nous ont fait confiance au cours des 3 dernières années. L'objectif d'un bilan de compétences, c'est de t'aider à dessiner la suite de ta carrière en tenant compte de tes capacités, de tes envies, de tes contraintes, de tes valeurs et bien sûr du marché du travail. Ça peut donner lieu à un réalignement dans ton poste, à un pas de côté vers un autre métier ou à une reconversion totale aussi bien dans la fonction publique que dans le salariat ou l'entrepreneuriat. L'intégralité de ce bilan de compétences se déroule à distance et en visioconférence. Il comporte 16 heures d'accompagnement, dont 5 séances collectives et 3 séances individuelles, une plateforme d'exercice, un groupe de discussion et des ressources adaptées. Tout est pensé pour que tu puisses cheminer le plus sereinement possible. Alors si tu ressens le besoin ou l'envie de changer de métier, mais que tu te sens bloqué, que tu ne sais pas dans quelle direction aller ou par quoi commencer, je t'invite à réserver un rendez-vous découverte avec Caroline pour en discuter. C'est gratuit, sans engagement, et ça t'aidera à savoir si oui ou non ce bilan de compétences est fait pour toi. La session d'octobre est complète, mais la suivante débute en novembre et 4 places sont disponibles. Plus d'informations sur avantj'étaisprof.com. Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici, on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof, et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Bonjour Christine. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Tu es la première personne à inaugurer la saison 6 de l'émission. Bravo à toi. C'est un honneur. Tu m'étonnes. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Christine, j'ai été prof pendant 22 ans, alors un petit peu partout en France, en Bourgogne, du côté de Troyes et puis en région parisienne, voilà. Et puis en décembre 2023, j'ai sauté le grand pas, j'ai décidé de démissionner et de commencer une nouvelle carrière. Est-ce que toi, tu as toujours voulu être prof ou est-ce que tu y es arrivé un peu par hasard ? Est-ce que tu as eu d'autres métiers avant, par exemple ? Alors, j'ai fait des petits boulots pendant mes études, j'ai envie de dire comme beaucoup d'étudiants. J'ai été serveuse en Allemagne puisque je suis prof d'allemand, donc ça me permettait de gagner de l'argent et puis de progresser en allemand. Donc j'ai été serveuse, j'ai été aussi surveillante de nuit dans un foyer pour jeunes travailleuses. Donc voilà, simplement des petits jobs comme ça d'étudiants. Et puis le métier de prof, oui, j'y suis arrivée un petit peu par hasard. En fait, j'ai choisi d'étudier l'allemand pour ne pas être prof, justement. Ayant un profil littéraire, c'était soit du français, soit de l'histoire, soit de la philo, et ça m'emmenait automatiquement vers le professorat. Et au bout de ma première année d'allemand, on nous a proposé à la fac un stage de pré-professionnalisation. Et donc, je suis partie faire un stage dans mon ancien collège. Et j'ai une ancienne prof à moi qui m'a demandé si j'acceptais de faire un cours de 15 minutes à ses élèves pendant ce stage-là. Et là, ça a été la révélation. Je suis ressortie au bout de ces 15 minutes en me disant, c'est ça que je veux faire. Donc, c'est parti, je passe le CAPES et je ferai ça. C'est le début d'une belle histoire. Oui, après, je sais pas si j'aurais aimé maintenant qu'elle ne s'arrête jamais, mais effectivement, elle s'est arrêtée. Mais non, ça reste une belle histoire. Après, il y a des moments où ça reste encore difficile d'en parler parce qu'il y a pas si longtemps que ça en fait que j'ai sauté le pas et je suis encore dans la reconversion.
Donc, j'ai pas tourné définitivement la page. Mais non, j'en garde quand même j'en garde de très, très bons souvenirs. Et puis, j'ai la chance d'avoir des retours parce que j'habite à côté, d'où j'étais prof avant. Et voilà, j'ai la chance d'avoir des retours positifs de mes anciens élèves. Donc, c'est pareil, je me dis que ça, voilà, j'ai laissé quand même, j'ai pu planter des petites graines C'est ça. malgré tout, ce qu'on a envie de tous faire. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et puis, je dois avouer aussi que une de mes fiertés dans le fait d'avoir démissionné, c'est d'avoir démissionné aussi avant de devenir aigrie et de ne plus supporter les élèves. Voilà, j'ai gardé en fait la relation que j'avais, la bonne relation que j'avais avec les élèves. J'ai réussi à la préserver et ça, j'avoue que ouais, ça me rend fière. Au moins j'ai gardé cette part-là intacte. Et c'est pas si évident parce que pour réussir à partir avant qu'il ne soit trop tard, c'est qu'il faut commencer à se préparer bien avant qu'il ne soit trop tard. Et parfois, ça veut dire envisager sa reconversion alors qu'on a l'impression que ça va, on peut encore faire quelques années. Mais si on s'y prend pas assez en avance, on se retrouve dans la situation qu'on voulait éviter. Et même, tu vois, au-delà de ça, de devenir une enseignante aigrie, bah, parfois on se retrouve aussi en arrêt parce qu'on a trop tiré sur la corde et après on n'a plus l'énergie pour se reconvertir. Donc, et c'est pas facile de choisir le bon timing. Parce que tant que ça va encore à peu près, on peut se dire « Ah, bah c'est peut-être le poste, peut-être que si j'en avais un autre, ça irait mieux. » Ou c'est peut-être la distance, les transports, ou c'est peut-être le niveau, ou c'est peut-être juste cette année. Enfin, c'est dur en vrai. C'est très, très dur. Alors après, c'est tout un processus. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend énormément de temps. Alors moi, malheureusement, je suis passée par les arrêts, par la dépression. Voilà, malheureusement, j'ai pas su m'arrêter à temps. Après, je refusais. Je pense qu'aussi que c'était, je refusais de voir la réalité en face. Parce que je reste persuadée avec le recul maintenant qu'il y a 6 ans, quand j'ai commencé à être en dépression, je savais déjà à ce moment-là que je devrais démissionner, mais je refusais de voir la réalité parce que c'était mon métier, parce que c'était ma vocation, parce que j'aimais ça aussi. Il y avait ça. Et moi, voilà, donc ça a pris, voilà, ça a été un processus très très long avant de me dire là maintenant stop, j'arrête, c'est en train de me détruire. Ça détruit ma vie, ça me détruit moi, ça détruit aussi la vie de ma famille. Oui, parce Parce qu'il n'y a pas qu'il de il y cloison. a aussi, voilà, je suis pas toute seule, hein, j'ai un mari et des enfants, donc ça commençait aussi à voilà à déteindre beaucoup sur ma vie personnelle. Et donc c'est à ce moment-là où voilà petit à petit on va commencer à faire un pas après l'autre. Ça va être des tout petits pas au début, on a l'impression que ça sert à rien. Et puis au final, ben, un pas plus un pas plus un pas, ben, on finit par avancer et on finit par trouver une solution. Et on finit par sauter le pas et par trouver voilà, une porte de sortie. Ouais, et ben je rebondis sur ce que tu as dit. On a l'impression que ça sert à rien, les petits pas qu'on fait. Moi, je me suis rendu compte longtemps après avoir changé de métier que le moment où je pensais être au plus bas, où j'étais en arrêt, j'avais commencé à prendre des rendez-vous avec des spécialistes, des coachs, des psys, machin. Je pensais que ça n'avançait pas et que j'étais vraiment perdue et qu'il n'y aurait pas de bonne issue. Et ben a posteriori, c'est en fait à ce moment-là que j'ai pris les bonnes décisions et que j'étais en train de remonter la pente. Sauf que pendant que j'y étais, je le voyais pas. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on fait, on a l'impression que c'est rien, parce que quand on regarde les autres, on voit que ah ça y est, ils sont reconvertis, ils ont changé de métier, mais en fait avant d'en arriver là, on est tous passés par ces mêmes petites étapes où on s'est posé les questions pendant 1000 ans et on a l'impression que ça a servi à rien. Et en fait ça sert à quelque chose, c'est juste que il faut être très patient. Heureusement que c'est une qualité de prof. C'est clair. Non, non, il faut être vraiment très, très patient et puis se laisser le temps. Je crois que c'est tout un processus mental aussi, voilà, d'envisager en fait de faire autre chose. Parce que je pense que la plupart d'entre nous, en fait, quand on passe le concours, c'est pour rester prof toute sa vie, hein, faire toute une carrière professionnelle à l'éducation nationale. Voilà, en tout cas dans ma génération à moi. Parce que moi, ça a été aussi en discutant avec les nouveaux collègues, ça a été une source d'inspiration aussi pour moi parce que je me rendais compte que eux n'envisageaient pas une carrière 40 ans ou 42 ans à l'éducation nationale et eux ne l'envisageaient pas comme ça. Donc en fait, c'est une source d'inspiration aussi et de se dire ah bah tiens, s'il y en a d'autres, quel que soit leur âge, quel que soit l'endroit où on les trouve, où on les rencontre, où on les entend, ça finit aussi par résonner quand on en a besoin et on se dit mais voilà, si les autres sont capables de le faire et si les autres l'envisagent, bah, peut-être que moi aussi je peux m'autoriser à l'envisager et puis à le faire aussi.
C'est tout le positif qu'on trouve à bien s'entourer, à s'entourer de personnes qui nous ouvrent l'esprit et nous tirent vers le haut au final. Même si c'est des personnes différentes de nous, qui voient les choses différemment. Mais dans ce que tu dis, c'est ce qui est très vrai, c'est que si tu n'envisages pas ce métier pour toute une vie, le moment où tu dois le quitter, t'as pas l'impression de devoir vivre en fait un deuil de quelque chose que tu t'étais imaginé et qui n'arrivera pas. Donc c'est aussi plus facile, je pense, de partir quand tu t'es mis moins de pression vis-à-vis de ce choix-là au final. Oui, je pense que c'est en ça en fait que les jeunes profs m'ont appris beaucoup. C'est que voilà, il y a un moment où je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup trop investi ce métier, que j'avais beaucoup trop donné, que je m'étais pas assez protégée. Et donc du coup, il y a un moment où il fallait que je reprenne aussi un petit peu ce contrôle-là, si on peut parler de contrôle. Mais de me dire: «Il va falloir que je me protège parce que là, en fait, ça va beaucoup trop loin, c'est en train de me détruire et la seule qui va pouvoir faire quelque chose, en fait, c'est moi». Alors je vais pouvoir trouver de l'aide, hein, ça se fait pas toute seule. On arrive à trouver de l'aide en discutant, en fouillant, en cherchant un petit peu. Et puis les réseaux sociaux, ça aide beaucoup aussi Clairement. pour ça, hein, voilà, clairement, c'est une grande aide. Et du coup, oui, ça permet en fait, c'est un petit pas supplémentaire, voilà, qui va permettre en fait d'avancer, vers la reconversion. Et est-ce que tu te souviens à la fois du moment dont tu m'as parlé tout à l'heure, moi je te vois, donc j'ai vu les étoiles dans tes yeux du moment où tu as parlé de ton premier cours. Est-ce que tu arrives à te souvenir de ce qui t'a autant plu? Et à l'inverse, est-ce que tu te souviens de ce qui fait qu'à un moment ça ne te plaisait plus comme métier? Alors ce qui m'a vraiment plu, je crois que ça fait partie de mon ADN, en fait. C'est ce qui était ressorti dans le bilan de compétences que j'avais fait. Ça fait partie de mon ADN, c'est la transmission. C'est le fait d'avoir des interactions avec les enfants, de leur transmettre des choses et puis de me dire alors ça, c'est vraiment les grands idéaux, hein, évidemment, mais voilà, moi je suis aussi j'ai un côté un petit peu idéaliste, et naïf. C'était de me dire que j'allais pouvoir peut-être construire un monde, meilleur aussi en enseignant aux enfants, en leur apprenant autre chose que l'allemand. Il n'y avait pas que l'allemand dans ce que je transmettais aussi. Donc ça, c'était vraiment voilà les relations que je pouvais avoir et que je pouvais établir avec les élèves. Moi, ça, c'était mon essence. C'était ça qui me faisait avancer, c'était ça qui me faisait rêver. C'est ça qui a fait que j'ai pu tenir aussi longtemps. Voilà, puis les retours, etc., de voir grandir les élèves, parce que moi, en tant que prof d'allemand, du coup, je les avais de la sixième jusqu'à la troisième. Donc ils arrivaient, c'était des petits piou-piou tout mini, tout mignons. Et puis on arrivait à l'adolescent, voire voilà, même grand adolescent. Et du coup, il y avait toute cette évolution-là. Et c'était vraiment pour moi, c'était ça qui me faisait vibrer. En fait, c'était de les voir évoluer et puis de voir que avec mes troisièmes, on pouvait avoir des conversations. Parfois, voilà, où ils s'interrogeaient sur la vie, où ils s'interrogeaient sur le monde, sur la politique, et ça, c'était super intéressant d'avoir ça. Et puis, je crois qu'en fait, je m'étais fait la promesse quand j'ai eu le CAPES, parce que du coup, c'était il y a 22 ans, et on était obligatoirement, on passait forcément par, alors à l'époque, ça s'appelait les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Donc ça remonte et on passait forcément par ce type d'établissement-là à l'époque. Et je m'étais dit, c'est pas les élèves qui auront ma peau. J'ai eu des moments très très difficiles aussi et pourtant j'en garde de bons souvenirs avec le recul, c'est comme quoi c'est bizarre. Et je me suis toujours dit que c'était pas les élèves qui auraient ma peau. Voilà, je m'étais battue pour avoir le CAPES, c'était pas eux qui me feraient renoncer. Et en fait, non, c'est pas eux qui m'ont fait renoncer, c'est le système. Voilà. Comme souvent malheureusement. Ouais, malheureusement, j'ai été pendant 10 ans, TZR et puis, au bout de 10 années, j'ai réussi à avoir un poste ouais, j'ai réussi, c'est révélateur comme mot. J'ai réussi à avoir un poste fixe, à côté de chez moi. Enfin bref, le truc, vraiment, voilà, le rêve. C'était, voilà, c'était l'aboutissement de toutes ces années et puis, la réforme de 2016, est arrivée et j'ai perdu ma section européenne, j'ai perdu beaucoup d'heures. Et du coup, là, c'est là où ça a été le début de la fin. Voilà, c'était. T'es vraiment pas la première à enseigner dans le secondaire et à me parler de cette réforme-là. Moi, j'étais dans le primaire et la plupart de mes invités étaient du primaire, mais à chaque fois que j'interviewe des enseignants du secondaire qui ont enseigné dans ces années-là, ça a fait partie des déclics qui leur ont fait perdre un peu
un peu la foi dans l'amour que tu portes à ton métier, la logique que tu y donnes, le sens aussi, le pourquoi tu fais ça. Enfin, ça a l'air d'avoir impacté beaucoup de monde. Ce que moi, je ne peux pas ressentir puisque je ne l'ai pas vécu, mais je l'entends quasiment à chaque fois. Donc j'envisage très bien l'importance que ça a eu dans la carrière de beaucoup d'enseignants pour le coup. Oui, ça a vraiment été un point de bascule. Je crois qu'on s'est rendu compte aussi à ce moment-là que on n'avait pas la reconnaissance de l'éducation nationale, de ce qui était au-dessus de nous, voilà. Et puis, moi, j'avoue aussi que ça m'a fait perdre mon poste fixe. Alors, je gardais quand même mon poste, mais j'étais obligée à nouveau de retourner dans d'autres établissements, dans un deuxième établissement, donc retrouver une situation de TZR, voilà, se réhabituer en fait à un autre établissement, et puis du coup, être obligée de renoncer à certaines choses parce que je pouvais faire moins de voyages, parce que je pouvais pas être partout en même temps. Et du coup, il y a un moment où je me suis rendu compte aussi qu'avec cette réforme-là, en fait, on ne me donnait plus la possibilité d'offrir le meilleur aux élèves français. Et moi, pour moi, les élèves français, ils méritent le meilleur des profs, ils méritent le meilleur de l'éducation. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'étais plus en capacité de donner le meilleur de moi-même. Et alors, j'ai essayé de trouver, je me suis investie dans d'autres projets, dans d'autres façons d'enseigner, etc., qui étaient super, qui moi, m'ont parlé, etc. Mais il y a eu vraiment une brisure, une cassure qui fait que on avait atteint un point de non-retour, en fait. Et... Donc j'imagine que cette année 2016, c'est là où quand tu me disais oui, j'aurais pu partir 6 ans avant, ou peut-être même j'aurais dû, c'est de cette année-là dont tu parles. Alors, il y a eu celle-là. Après, je me suis vraiment voilé la face. Voilà, je savais ce qui allait arriver. Je le savais. Les chefs d'établissement aussi étaient clairs avec moi. Je me suis voilé la face, et en fait, là où ça a vraiment où j'ai vraiment commencé à ne plus pouvoir enseigner, ça a été 2 ans après, en 2018. Okay. Ça a été, voilà. Il y a un matin, en fait, j'ai pas pu sortir du lit. Mon corps a refusé de me sortir du lit. Donc là, j'ai pris conscience que j'avais été beaucoup trop loin. Et mais encore une fois, en me voilant la face, voilà, ça a été un très très long processus. J'ai essayé de sauver ce que je pouvais sauver, et puis au bout d'un moment, voilà, en 2023, la bascule sur vraiment là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me reconvertisse, et à un moment ou à un autre, on aura une démission. La bascule, elle a eu lieu en juin 2023. Et qu'est-ce que tu as fait justement? Est-ce que tu savais ce que tu aurais aimé faire d'autre? Est-ce que tu as démissionné, tu t'es dit on verra plus tard? Comment est-ce que tu as procédé? Ah non, j'aurais été incapable de démissionner en me disant j'ai rien derrière. Ça, moi non plus, mais il y en a qui le font. Ça, je les admire aussi, mais la peureuse que je suis, non, moi j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'avoir l'impression aussi, encore une fois, de contrôler. Je suis beaucoup beaucoup dans le contrôle, même si je contrôle rien en vrai, mais ça c'est pas grave. C'est une impression, c'est important. Voilà, c'est une impression, et elle est très importante, et elle me convient pour l'instant. Non, en juin 2023, en fait, il y a eu vraiment une grosse cassure, et là, je me suis dit, il faut que je fasse un bilan de compétences. J'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Je me sentais pas capable de faire autre chose. J'avais été formatée pour être prof. J'étais toujours bien rentrée dans toutes les petites cases dans lesquelles on m'avait demandé de rentrer. Donc, je pensais vraiment que j'avais aucune compétence qui pourrait intéresser éventuellement une boîte dans le privé ou un autre ministère, etc. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse un bilan de compétences pour essayer de trouver, de trouver une porte de sortie, voir ce qui pourrait m'aller, et puis quitte à reprendre à faire des formations, quitte à reprendre des études, j'étais prête aussi à le faire. Et puis donc j'ai rencontré Caroline, voilà, oui. Par le biais de ton podcast. Oui. Tout est lié, voilà, tout est lié. C'est le destin. C'est le destin, voilà. Il y a des moments où on a l'impression que c'est ça aussi dans une reconversion. Et donc, ça s'est complètement accéléré. En parallèle, moi, je continuais à travailler à côté. J'ai fait une demande de mi-temps thérapeutique qui m'a été refusée 2 fois avant de finir par être acceptée. Donc là, c'est pareil, ça a été un autre déclic. Parce que c'est à ce moment-là, au moment de la demande de mi-temps thérapeutique, que j'ai une amie qui m'a parlé de l'Assemblée nationale et qui m'a dit, mais l'Assemblée nationale recrute. Alors certes, c'est que contractuel, mais l'Assemblée nationale recrute. Si tu es intéressé, vas-y, fais-le. Si ça t'intéresse, fais-le.
Donc voilà, c'est plein de petits pas à chaque fois et puis des coups de chance aussi ou pas, je sais pas. Et du coup, en parallèle du bilan de compétences, j'ai dit je vais postuler. Allez, on y va. Je m'étais vraiment bien renseignée sur le poste, je savais ce qui m'attendait, qu'il y avait du travail de nuit, que c'était beaucoup d'investissement, que j'allais avoir un rythme de vie qui était complètement différent de ce que j'avais connu auparavant. Et j'ai envoyé le CV, j'ai envoyé ma lettre de motivation. Le 9 décembre, j'ai eu un entretien et le soir, je savais que j'étais prise. Donc en plein, Ah oui. en plein bilan de compétences, j'ai tout jeté, je me suis lancée, mais complètement. C'était j'ai vraiment considéré que c'était une opportunité que je devais saisir. Si ça passait, c'était génial, ça me permettait de partir bien plus tôt et puis d'accélérer un petit peu le processus. Et si ça passait pas, je m'étais dit ça te fera une expérience d'entretien d'embauche T'as parce que moi raison. j'en avais jamais passé. Bah oui. Même si on est un métier de communication, je savais pas du tout ce que c'était qu'un entretien d'embauche. Et donc ça a réussi, j'ai réussi et le lendemain en fait, j'envoyais ma lettre de démission. C'était la lettre de Ah démission est oui. partie. Voilà, en disant Oh, le toi, 9, t'as dû passer des nuits mais compliquées. j'ai dormi, j'ai passé, mais au cours des 6 ans avant, j'ai passé des nuits blanches, mais enfin, je passais des nuits blanches quasiment tout le temps. Il n'y avait pas une nuit que je faisais en entier. À partir du moment où j'ai pris la décision de tenter le coup avec l'Assemblée nationale, j'ai recommencé à bien dormir. Ah bah comme quoi. Voilà, ça a changé. Voilà, je me suis rendu compte aussi à un moment que j'étais alignée avec moi-même à nouveau et que du coup, je faisais ce qu'il fallait que je fasse en fait. Et voilà, donc j'ai pas de regrets, j'ai pas de regrets à avoir parce que c'est ces 6 ans-là qui m'ont amené en fait jusqu'à la reconversion, jusqu'à l'Assemblée nationale. Donc il y a pas de regrets à avoir, mais ouais, je crois qu'à un moment il faut oser le faire quand on a des opportunités comme ça. Alors après je me suis posé un tas de questions, hein. On a eu quelques Ah bah c'est conversations sûr. avec les enfants, avec mon mari, etc. Voilà, parce que ça changeait tout dans notre vie et dans ma vie. Mais du coup, voilà, j'ai tenté le coup. Et puis, le 9 janvier 2024, je ne suis pas retournée en cours et je me suis présentée à l'Assemblée nationale dans mon nouveau poste. Alors, je vais te poser la question que beaucoup de gens vont se poser, je l'anticipe. Tu as donc envoyé ta demande de démission une fois que tu savais que tu étais reçue à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle a été acceptée tout de suite et assez rapidement pour que tu prennes tes fonctions à l'Assemblée nationale? Et est-ce que tu avais déjà ta date de début de contrat à l'Assemblée nationale au moment où tu as envoyé la démission? C'est beaucoup de questions en un, je te l'accorde. Non, c'est bon, je vais répondre à toutes. Je savais déjà, en fait, lors de l'entretien, on m'a dit le 9 janvier, vous prenez votre poste à l'Assemblée nationale. Donc Ok. j'avais ma date de début de contrat. Je l'ai signé pendant les vacances de Noël, hein. J'ai signé le contrat pendant les vacances de Noël. Et en fait, j'ai pas laissé le choix à l'Éducation nationale. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes recherches de lettres de démission, j'ai trouvé 2 modèles. Il y avait un modèle où c'était je sollicite Moi, j'ai l'autorisation sollicité personnellement. de démissionner. Moi, j'étais arrivée à un point où non, je ne sollicitais plus. C'était j'avais plus envie de solliciter, j'avais plus envie de mettre les formes. Et en fait, j'ai choisi le deuxième modèle, du Oui. coup, celui où je vous informe que à compter de telle date, je démissionne parce que j'ai trouvé un nouvel emploi, etc. Alors, je n'ai reçu la lettre de confirmation. Alors, j'ai reçu, c'est pas une lettre de confirmation. On reçoit déjà d'abord, enfin en tout cas moi j'ai reçu dans un premier temps une lettre m'informant en fait de tout ce que ça impliquait si je Oui. démissionnais. Histoire, on va vous faire peur. Voilà, parce que c'est vraiment, moi je l'ai vraiment ressenti comme ça en fait. C'est vous êtes un petit peu folle de démissionner, vous savez pas en fait où vous allez. Si, je sais très bien, je sais que du coup je renonce et je perds mon CAPES, je sais que je ne pourrai pas revenir, bref, etc. Donc, j'ai pas donné suite à cette lettre et c'est, je crois, fin janvier, si mes souvenirs sont bons, que j'ai reçu la lettre officielle de démission. Lettre officielle de démission qui n'était pas correcte, puisqu'à l'intérieur de la lettre, il était marqué que j'étais stagiaire de Oh, c'est pas l'Éducation possible. nationale. Donc, au bout de 22 ans d'enseignement, on se dit non, je ne suis plus stagiaire, hein, tout de même. Et alors, c'est bien quand même parce que j'étais une stagiaire en hors classe, échelon 3 quand même. Donc, il y avait vraiment tout un… Bref.
C'est pas n'importe quel stagiaire. Pas n'importe Tu quel peux t'en vanter. stagiaire, attention. Donc, j'ai dit non, il faut qu'on fasse les choses en bonne et due forme. Moi, je veux pas parce que si jamais, à un moment ou à un autre, Oui. j'avais peur aussi pour la retraite, enfin Ah bon, oui, t'as eu raison. alors qu'il y avait peut-être pas de lien du tout, etc. Donc, j'ai insisté, j'avais un contact au rectorat, mais alors il a fallu que j'insiste pendant 3 mois à envoyer tous les jours un mail en disant voilà, là ça ne va pas, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas stagiaire, je veux la vraie lettre de démission avec etc. Euh, J'avais en amont aussi, moi, avant de ne plus avoir mes droits sur ma boîte mail, etc. J'avais rapatrié aussi, fait des copies, etc. Sur clé USB en papier de tous mes bulletins de salaire. Pareil, en prévision de tout ça. Et puis c'est je crois en mars ou en avril que j'ai enfin reçu la bonne lettre de démission avec avec le bon terme. Et le deuxième point, alors ça a à voir avec la démission, mais pas avec la lettre de démission, c'est que j'ai quand même touché mon salaire de prof de janvier 2024. Donc ça, il faut le savoir en fait. C'est souvent, je crois, dans ce que j'ai cru comprendre dans tous ceux qui ont démissionné, on touche souvent en fait le mois en fait où on démissionne, on touche quand même, on continue à toucher le salaire. Et on me l'a réclamé en fait à la fin de l'année 2024. On m'a demandé en fait de rembourser ce salaire-là. Ok, au prorata, j'imagine, du 9 janvier jusqu'à la fin du mois, où ils t'ont pris un bout de vacances avec, de Noël. Euh, j'ai remboursé la totalité du salaire de janvier. Ok. Ah, je pensais que tu aurais pu garder Voilà. le petit bout qui allait Alors, jusqu'au 9. après, je pense parce qu'ils m'ont reversé encore un petit bout en février. Alors, est-ce que c'était les droits par Ah, rapport aux peut-être. enfants, etc. Je sais pas, mais ils m'en ont reversé un petit bout en février qu'ils ne m'ont jamais demandé de rembourser. Donc, est-ce que c'était D'accord. le prorata aussi? J'avoue que Oui, oui, oui. j'ai pas été creusée plus loin. J'étais tellement contente en fait d'avoir au niveau administratif tout terminé que du coup, voilà, j'ai pas cherché plus loin. Et par curiosité, est-ce que le début du bilan de compétences que tu as mené avec Caroline t'orientait vers ce type de métier-là ou pas du tout? Alors, je l'ai quand même terminé, même si j'avais repris le travail, j'ai quand même été jusqu'au bout. Alors évidemment, je pouvais plus être en visio Bah avec oui. les autres profs, mais j'ai été jusqu'au bout. Et en fait, je suis encore dans la transmission à l'heure actuelle parce que je suis en fait agente d'accueil et guide conférencière à l'Assemblée nationale. Donc du coup, j'ai cette transmission-là parce que j'ai tout type de public, hein, ça va des personnes âgées aux scolaires, etc. Donc je suis encore dans la transmission. Donc ça ça me plaît énormément. Il y a le contact avec les personnes. Et puis on reste dans une institution aussi je vais pas dire qui me fait rêver, mais où je pensais pas que je pourrais terminer. Je pensais pas que je pourrais avoir accès, que je pourrais un jour travailler à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'était quelque chose voilà, d'inaccessible, on va Oui. dire, comme ça, ou quelque chose à laquelle je n'aurais pas osé penser. Et du coup, ça me motive aussi, et c'est pour ça aussi que je passe que je passe des concours pour entrer à l'Assemblée nationale. Ouais. Oui, parce que là, du coup, tu as le statut de contractuel. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais si je ne dis pas de bêtises, on en a parlé hors micro avant de lancer l'enregistrement. Donc toi, c'est quelque chose, le statut de contractuel, qui ne te conviendrait pas forcément sur du long terme, tu disais. Non, alors même si du coup je suis contractuelle de droit public, donc ce qui veut dire en fait que pendant 6 ans, je suis assurée d'avoir un travail, donc c'est très long. Moi, vu mon âge, j'ai une maison, j'ai pas de crédit à faire, j'ai pas de logement à acheter, etc. Donc moi, le statut en soi, pour l'instant, me permet de travailler d'être en sécurité. Maintenant, effectivement, c'est un statut qui me convient pas parce que c'est quand même précaire, c'est très très précaire le statut de contractuel. Même si on nous parle de nous CDIser au bout des 6 ans, c'est pareil, ça reste quand même précaire.
Et puis je crois que j'ai été un petit peu échaudée aussi par les promesses, voilà, des différents ministères, etc., de la fonction publique. Donc j'ai tendance à, voilà, à rester un petit peu méfiante par rapport à ça. Et donc je passe des concours, alors au Sénat et à l'Assemblée nationale, dans les deux, parce que c'est là que je voudrais évoluer à l'avenir. Et donc voilà, il faut obligatoirement repasser des concours. Dans des postes similaires en termes de mission, toujours en lien avec de la transmission? Alors non, je vais perdre, là, à l'heure actuelle, je vais perdre le côté transmission parce qu'en fait, c'est, le concours d'assistante de direction et de gestion. Donc je serai moins au contact du public et je vais perdre les visites guidées. Mais voilà, réflexion faite, il y aura quand même de la communication, parce qu'on sera, voilà, communication avec, les différents fournisseurs, avec les députés, avec éventuellement aussi des membres, extérieurs à l'Assemblée nationale. Mais j'ai vraiment envie de récupérer ce statut de fonctionnaire. Donc du coup, je me dis voilà, même si c'est voilà, on peut pas avoir au bout d'un moment, je crois qu'on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière en même temps. Je crois que C'est c'est pas difficile, possible, c'est très, très c'est difficile. rare. Il y a des gens qui y arrivent, mais tant mieux pour eux. Mais je crois que voilà, donc c'est un faire la balance en fait entre le pour et le contre. Qu'est-ce que je veux le plus? Qu'est-ce que voilà? Et le fait de redevenir fonctionnaire à l'Assemblée nationale, ça me permettrait aussi de pouvoir évoluer à l'intérieur de l'Assemblée nationale, d'avoir des formations en interne et éventuellement de repasser des concours en interne pour gravir des échelons, etc. et changer de poste si jamais celui-là ne me convenait pas ou si au bout d'un moment j'en aurais assez. Parce qu'en parlant de formation, toi, quand tu es arrivée le 9 janvier, est-ce que tu as été formée? Est-ce que tu as commencé directement? Est-ce qu'il y a une forme de stagiairisation comme on a pu avoir en tant que prof? Comment ça se passe au début? Alors au tout début, on a un contrat en fait provisoire pour 1 mois, voilà, le temps de voir. Donc c'est un petit peu un équivalent de stagiaire en fait. Et pendant 3 semaines, on est en formation. Donc c'est les collègues, ce sont mes collègues qui assurent la formation. Donc déjà CD, ils nous aident en fait à nous repérer dans le palais parce que c'est énorme, hein, voilà, le palais. J'imagine. On a les gens qu'on accueille en fait ne voient qu'une toute petite partie de l'Assemblée nationale. Donc voilà. Et puis on a une formation aussi avec les collègues sur les visites. Donc en fait on suit les visites de nos collègues et puis comme ça on apprend au fur et à mesure tout ce qu'il y a à savoir sur les visites. Sur comment agir quand on est en poste, parce que je ne fais pas que les visites. En fait, j'accueille aussi le public dans les différentes salles du palais. Donc, on est là un petit peu pour surveiller aussi le public qui peut passer. Et donc, on nous apprend ça pendant 3 semaines. Et puis, au bout de 3 semaines, on se lance la première fois sur une visite. Alors, on y va progressivement parce qu'on accueille des groupes jusqu'à 50 personnes. Donc, au début, on nous donne des petits groupes et puis des groupes faciles. Voilà, enfin dit facile avec des gens qui vont pas courir partout, qui vont pas faire trop de bruit, Pas une etc. classe de rep, quoi. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc on y va tout doucement. Après, moi j'ai cette chance en fait, comme j'étais prof, justement cette compétence-là, je l'avais déjà. Il suffisait juste en fait que j'apprenne les points historiques et la visite. Et après pour le reste, en fait, ça a été très vite. Je crois que j'ai fait ma première visite au bout de 2 semaines et demie. Et puis donc on est validé quand on fait la première visite, on est validé ou pas. Moi j'ai été validée et du coup après c'était parti. Et puis au fur et à mesure qu'on acquiert de l'expérience, on va nous donner des visites un petit peu plus compliquées, des visites en séance par exemple, parce que c'est pas du tout le même parcours, ou des visites quand on a le passage de la présidente l'après-midi, c'est pareil, c'est pas du tout la même chose. Et puis au fur et à mesure, on évolue sur les postes aussi. Voilà, moi j'ai commencé au vestiaire à suspendre des manteaux et c'était très bien. Voilà, c'était très très bien. J'ai beaucoup aimé cette période-là. Et puis là, à l'heure actuelle, je suis au public. Donc là, on fait rentrer les gens à l'intérieur de l'Assemblée nationale, on contrôle les identités avec l'aide des gendarmes. Et puis de temps en temps, je suis en renforcement aussi pour l'accueil des ministres. Donc on a des petites évolutions comme ça qui font que ça reste sympa et on s'ennuie pas en fait. Il y a aucune journée qui ressemble à une autre. C'est l'avantage aussi d'être avec des gens. C'est C'est ça ça. d'être au contact des gens, c'est que c'est jamais la même chose, c'est jamais. Tous les métiers de contact et de l'humain, tu peux pas t'ennuyer, j'ai l'impression. Non. Par contre, j'avoue qu'il y a des moments où c'est quand même où c'est épuisant.
où c'est assez, Bah, c'est ça plus énergivore que si tu es tout seul dans un bureau ou avec des collègues qui sont les mêmes tout le temps et tu un peu plus ton espace à toi. Là, tu es tout le temps un peu en représentation, à faire attention aux différents signaux. Enfin, tu dois finalement, tu gardes un petit peu ce côté veille permanente que tu as en classe, quoi. Tu t'accompagnes un groupe, en fait. C'est ça, c'est ça. Et même quand on est en surveillance dans les salles, c'est la même chose. On est toujours, on a toujours ce côté surveillant. Et du coup, ben, je retrouve un petit peu ce que j'avais, enfin certains aspects en fait que j'avais dans le métier de prof. En termes d'horaire et d'organisation, est-ce que tu as des semaines classiques du lundi au vendredi 8h-17h en gros? Ou est-ce que, voilà, tu disais tout à l'heure que ça pouvait être de nuit, est-ce que ça peut aussi être le week-end? Comment ça se passe aussi au niveau des vacances? Enfin, à quoi ça ressemble un peu, voilà, l'organisation de tes journées, semaines, mois, années, comment ça se passe? Alors en fait, on a notre emploi. Alors je peux avoir mon emploi du temps jusqu'à la fin Ok, des temps, en fait, et ça fonctionne sur 9 semaines. Voilà, on tourne avec 9 semaines d'emploi du temps. Et du coup, il y a du travail de nuit. C'est-à-dire que de base, on a une journée, donc on fait 8h, 18h30. Le lendemain, c'est de nuit, donc midi ou 13h, et on va jusqu'à la fermeture, jusqu'à la levée de séance. Donc ça peut, en général, c'est minuit. Voilà, donc du travail de nuit. Et le lendemain, on a forcément une journée de repos. Et on travaille un samedi sur 3 et de temps en temps le dimanche. Voilà. d'accord. Par exemple, ce dimanche, je travaille, on a les journées portes ouvertes. Donc c'est mon équipe qui est d'astreinte, donc c'est nous qui serons aux journées portes ouvertes, voilà. Mais ça reste, moi j'avoue que c'était quelque chose qui me faisait peur, le travail de nuit, parce que je suis quelqu'un qui aime bien se coucher tôt et qui aime bien se lever tôt. Donc le travail de nuit, je me disais: «Je vais pas y arriver, enfin je vais m'endormir en poste, j'y arriverai pas». Et puis en fait si, j'y arrive très bien. Et puis, j'apprécie en fait d'avoir des journées de repos comme ça dans la semaine. C'est vraiment extrêmement agréable, parce qu'on est en décalé un petit peu de tout le monde. Et puis, l'avantage aussi par rapport au métier de prof, c'est que je n'ai plus de travail à faire à la maison. Quand je pose mon uniforme à la fin de ma journée de travail, ça reste, voilà, l'uniforme, il reste à l'Assemblée nationale et je rentre à la maison, je n'ai plus rien à faire, plus rien à penser. Et je pense que les enfants apprécient énormément. C'est-à-dire que, ils avaient beaucoup d'appréhension par rapport à ça, surtout au travail de nuit, en disant: «Mais maman, tu seras pas là, tu pourras pas nous coucher et cetera, voilà, on ne te verra plus», et puis ils se sont très, très vite rendus compte qu'on avait quand même des jours de repos, assez régulièrement, et que quand j'étais en repos, j'étais là pour eux. J'étais pas ailleurs en train de penser à des élèves, à des copies à corriger, à plein de choses. Et donc du coup, ça ils s'y sont bien faits et ils apprécient aussi, d'avoir ce rythme-là. Bah, ça te permet de passer du temps de qualité finalement avec tes proches, même quand tu es en je sais pas, tu vas me dire pour les vacances comment ça se passe, mais quand tu es en vacances, c'est pareil, j'imagine que tu es en vraies vacances. Alors après, est-ce que tu en as autant, que quand on est prof? Je pense pas. Par contre, elles sont peut-être de meilleure qualité. Alors on n'en a pas autant, que quand on est prof. Par contre, on en a quand même beaucoup. On en a plus que dans le privé. On a 9 semaines de vacances. Ah, c'est bien ça! Donc ça, c'est bien. Et effectivement, elles sont de meilleure qualité. Bah C'est-à-dire oui, que quand je suis en vacances, pareil, j'ai pas de travail à faire, j'ai rien. Alors bon, là, il y a le concours, c'est un peu particulier, oui. mais l'année dernière, j'avais rien du tout et j'ai passé, en fait, les meilleures vacances de toute ma vie, je crois. Parce que j'ai vraiment pu déconnecter, j'étais vraiment reposée, donc ça voilà. Et ça, je m'en suis rendu compte en retournant voir mes anciens collègues. Je crois que 4 ou 5 mois après avoir démissionné, je suis retournée voir mes anciens collègues et c'était juste après les vacances de Pâques. Donc ça faisait une semaine qu'ils avaient repris les cours et moi j'avais eu mes vacances aussi. Comme j'ai des enfants, j'arrive à poser mes vacances, voilà sur les leurs. Et moi, j'étais en pleine forme, j'étais bien, et cetera. Et mes collègues, en fait, au bout d'une semaine, étaient déjà complètement épuisés. Enfin, mes anciens collègues, au bout d'une semaine, étaient déjà complètement épuisés. Et c'est pareil, je me suis, voilà, comme un espèce d'effet de miroir, en fait, je me suis rendu compte voilà, de tout ce que c'était, en fait, avant, de tout ce que ça représentait avant comme charge de travail, et qu'en fait, bah, c'était pas,
c'était pas réellement des vacances. C'est Voilà. ça. Et je pense aussi que quand on a l'habitude d'être entouré de gens épuisés en salle des profs, salle des maîtres, etc., ça devient normal d'être fatigué. Enfin, je veux dire, tout le monde est fatigué autour de toi. Bon, ben, t'es fatigué aussi, c'est comme ça, c'est le métier qui veut ça. Et c'est vrai que quand tu en sors et que tu découvres un autre possible, tu te rends compte que être fatigué tout le temps, c'est peut-être pas forcément l'idéal, ne serait-ce que pour ta santé, tu vois, pour ce que t'es capable de faire après sur ton temps libre aussi, sur du long terme. Et le voir avec du recul comme tu l'as fait là, c'est une bonne façon de s'en rendre compte, parce qu'on s'en rend pas toujours compte pendant, j'ai l'impression. Non, je m'en rendais pas. Enfin, si je m'en rendais compte les dernières années, mais il y avait, je sais pas. Je crois que c'était voilà, on est dans une ambiance en fait. On est dans une ambiance. J'ai l'impression que cette fatigue en fait des profs, elle s'est installée il y a quand même déjà plusieurs années. Ça date pas d'aujourd'hui en fait. Hein. Moi, si je regarde, ça a commencé. Oui, c'est toujours pareil. C'est un peu 2015, 2016, un peu toute cette période-là. Donc il y a une dizaine d'années où ça a commencé à vraiment se détériorer, j'ai l'impression. Et du coup, oui, c'est ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand on est dans cette ambiance-là, en fait, on réfléchit pas, on n'imagine pas qu'il peut y avoir autre chose. C'est comme ça, ça fait partie du métier, on accepte, voilà. Et du coup, oui, le fait de s'extirper un peu, de sortir de ce milieu-là, on se rend compte de beaucoup de choses et je dois avouer que j'étais à la fois contente d'en être sortie. Je peux pas le nier, hein. Je peux pas nier que j'étais ravie d'en être sortie. Mais en même temps, ça m'a fait mal. Parce que je me dis, on devrait pas, en fait, on devrait pas être comme ça. On devrait pas être dans cet état-là. Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, hein. Ça peut pas être beau tous les jours, Non, ça mais peut c'est pas bien être bien tous dommage. les jours. Mais c'est bien dommage quand même qu'on n'ait pas de temps en temps voilà, hop, des petits pops des petites bulles d'oxygène comme ça qui viennent nous faire du bien et qui viennent nous redonner de l'énergie. Oui, juste pouvoir faire le métier qu'on aime et qu'on a envie de faire dans de bonnes conditions et correctement. En fait, on demande pas grand-chose en soi, hein. Mais apparemment, c'est compliqué parfois, donc... Et ouais, mais malheureusement, quand ça devient trop compliqué, après, il y a toujours la possibilité de partir, mais comme on le disait, c'est aussi faire une croix sur quelque chose. Il y a le fait que quand on est enseignant, voilà, tu perds ton concours, t'es radié des cadres, enfin, il y a toute la cérémonie un peu stressante qui va avec, parce que tu perds vraiment quelque chose, alors que quand tu exerces plein d'autres métiers, tu ne perds pas, tu changes de poste juste, quoi, ou tu changes de métier, mais tu ne perds pas tout ce que tu as acquis, toutes les années que tu as passé à étudier, les concours que parfois tu as mis plusieurs fois à avoir. Enfin, c'est faire une croix sur quelque chose. Et je pense que pour ça, il n'y a pas d'âge, tu vois, quand on parle de deuil du métier, parce que les personnes qui sont plus âgées et qui vont me dire ah oui, mais moi j'ai fait ça toute ma vie, je fais une croix sur quelque chose de très long, c'est compliqué, je suis entièrement d'accord. Mais je parle parfois avec des très jeunes profs qui viennent de se farcir 5 ans d'études, passer 2-3 fois leur concours, et au bout de la première année, ils se rendent compte qu'en fait, non, ça leur plaît pas, et qu'au-delà de ça leur plaît pas, c'est pas du tout de l'ordre du caprice, mais ils sont très malheureux et en mauvaise santé. Eh ben, des fois, les parents sont pas forcément très ravis de savoir que t'as envie de, voilà, de balayer tout ce que tu viens de mettre en place pour en arriver là où tu es. Tu quittes aussi une sécurité. C'est même parfois les parents qui sont plus stressés que les jeunes profs en soi, mais quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Donc, oui, on sait ce qu'on perd. Et bon, toi, en l'occurrence, tu savais ce que tu allais gagner parce que tu avais un poste à la suite. Mais parfois, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Donc, à tout âge, ça peut être stressant. Et à tout âge, on va se demander, voilà, est-ce qu'on va regretter ou pas? Est-ce que c'est le bon choix ou pas? Et je pense qu'on est obligé de passer par ces réflexions-là de toute façon. Et il y aura toujours... Enfin, chez moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas, donc je retire ce que je viens de dire. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui me disent qu'il y a des petites choses qui leur manquent. Les collègues, les enfants, la transmission. Moi, j'avoue, il n'y a rien du tout qui me manque, mais parce que je pense que ce qui me plaisait dans ce métier, j'ai réussi à le recréer d'une autre façon. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, rien ne me manque. Mais il y a des gens pour qui, voilà, les élèves, ça va leur manquer. Mais est-ce qu'ils auraient été heureux s'ils étaient restés profs dans ces conditions-là? C'est pas dit. Donc parfois, il vaut mieux voilà, changer de métier et reprendre à nouveau du plaisir avec des publics plus jeunes sur d'autres types d'activités. Toi, ça t'arrive, j'imagine, d'accompagner des jeunes aussi sur les visites à l'Assemblée nationale? Oui, oui, j'ai tous les âges, hein. Ça va de 6 ans, 6-7 ans jusqu'à ah ouais, c'est mignon. Alors par contre, c'est des visites assez difficiles parce que, Oui. faut leur expliquer, voilà, faut vraiment, se remettre à leur niveau et puis vraiment simplifier à fond et ça va jusqu'à 18 ans. On a même des étudiants et cetera. Mais, moi, j'avoue que pour l'instant, en tout cas, ça ne me manque pas.
J'ai pas de manque, j'ai pas de non, je ressens pas, je suis comme toi en fait. J'ai pas ces regrets-là ou ce manque-là. Après voilà, je suis encore au contact avec les enfants et l'avantage même, là où je me dis que c'est mieux maintenant, c'est que j'ai le contact avec les enfants, mais si c'est un groupe qui me plaît pas, avec qui j'arrive pas à établir un lien, etc., ça dure, je peux faire durer ma visite 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, hop, je les raccompagne à la sortie et c'est terminé et je passe à autre chose. Donc c'est voilà. Donc moi j'ai pas ce manque-là. Et je voulais rebondir aussi sur le fait qu'on perd énormément de choses. Effectivement, on perd le CAPES, on perd le concours qu'on a mis parfois des années à passer, etc. Et ça choque aussi. Moi, quand j'en ai parlé à mes collègues à l'heure actuelle, ça les choque en fait de voir qu'on perd notre diplôme. Eux pensaient qu'une démission à l'éducation nationale, c'était comme une démission dans le privé, etc. Je leur dis non, en fait, j'ai passé un CAPES, mais là, je n'ai plus rien. Officiellement, je n'ai plus aucun concours. J'ai juste une preuve comme quoi j'ai enseigné pendant 22 ans, voilà, que j'étais cadre de la fonction publique, mais je n'ai plus de diplôme, je n'ai plus rien. Et ça les choque. Les gens sont choqués et ne comprennent pas en fait pourquoi on perd un diplôme. Mais je sais pas s'il y a d'autres métiers où c'est comme ça, parce que moi j'ai des copines qui sont infirmières et pour certaines elles ont déjà démissionné de leur poste. Pour autant, elles n'ont pas perdu leur concours. Or, si nous, on n'est plus aptes à enseigner si, au malheur, on a démissionné, pourquoi est-ce que les infirmiers, les infirmières seraient toujours aptes à l'être, tu vois, genre, pourquoi nous? Pourquoi On est juste nous? d'accord. Et d'un autre côté, je me dis que c'est vraiment ce stress-là, finalement, cette insécurité-là, qui retient mais énormément d'enseignants. Si on pouvait juste démissionner, mais en fait, si on pouvait faire ça librement, il y aurait un taux de démission qui serait exponentiel. Et en fait, beaucoup de gens démissionneraient juste pour aller enseigner ailleurs. Je pense que c'est peut-être aussi lié à notre système de mutation, sinon tu démissionnes et puis après tu vas aller chercher un poste ailleurs et en fait il y aurait tout le monde aux mêmes endroits et personne là où personne veut aller. Donc je pense que c'est pour ça que moi à la fois j'ai un regard très critique et d'un autre côté je me dis sur un système aussi gros, aussi ancré, quelle serait la bonne solution pour qu'au final tout le monde soit heureux? Parce que si tous les profs qui sont malheureux peuvent partir en un claquement de doigts sans rien perdre, ça veut dire que forcément il y aurait une perte ailleurs pour quelqu'un d'autre. Donc je pense que c'est pas facile de trouver un juste milieu, mais oui, moi je sais que ce que tu dis là, ça me parle, parce que j'ai eu des copains de mon âge qui ne me croyaient pas quand j'ai démissionné en disant que bah, j'étais stressée. Bah pourquoi? Bah parce que je perds ci, je perds ça, je peux pas revenir. Ah mais non, n'importe quoi, t'as du mal te renseigner. Bah si, pourtant. C'est surprenant. Mais après, je pense qu'on est peut-être aussi à un tournant peut-être plus à l'éducation nationale que dans les autres postes, parce que les infirmières peuvent basculer dans le privé, peuvent se mettre à leur compte, etc. Nous, les profs, je pense qu'il y a cette peur-là, en fait, qu'on bascule dans le privé ou qu'on se mette à notre propre compte, etc. et qu'on maîtrise moins, en fait, les savoirs. Voilà, mais je pense qu'on est à un basculement aussi au niveau de la fonction publique, alors peut-être pas qu'au niveau des profs, mais au niveau de la fonction publique en règle générale, où on commence à se rendre compte en fait que les gens ne resteront pas fonctionnaires à vie et qu'on peut envisager d'autres métiers, même si c'est difficile, et que du coup on est face à un mur, c'est-à-dire que ah oui, il y a des gens qui osent le faire. Mince, ça se faisait pas. Moi, il y a encore 10 ans, je pense que les démissions de profs, c'était très, très rare. Alors, je vais pas dire que maintenant, ça a pris des proportions énormes. On reste encore très peu à démissionner, mais ça devient une réalité. Ça Oui, devient une c'est réalité croissant. et une réalité qui peut faire peur. Parce que, ah mince, s'il y en a qui l'ont fait, Bah eh oui. ben, ça va encourager d'autres à le faire. Et donc, on va essayer aussi de mettre en place tout autour, voilà, c'est cette fameuse lettre où «Oh, mais vous allez démissionner, mais attention, vous perdez votre concours, vous pourrez jamais revenir». C'est cette espèce de psychose là qu'on essaye Oui. de nous insuffler en disant mais peut-être qu'elle va dire non et puis que finalement elle va revenir sur sa décision. Non, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait, quand on envoie la lettre de démission, euh, on s'est déjà renseigné, on n'est pas stupide. Il y a déjà eu toute une démarche avant qui a été faite. Et peut-être aussi que comme on n'est pas assez soutenu par l'institution, comme on ne prend pas assez en compte peut-être encore le mal-être et le malaise des profs,
bah, du coup, l'institution, en fait, elle a un peu l'impression d'être mise au pied du mur. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que ça va pas, bah, uniquement quand on envoie la lettre de démission ou quand on demande une disponibilité ou quand on demande un, un départ, Une rupture conventionnelle. une rupture conventionnelle, voilà. Et donc, du coup, elle a peut-être aussi un peu l'impression, alors je me mets pas à sa place et je pardonne rien du tout. Voilà. C'est pas ce que je veux dire. Mais du coup, voilà, je pense qu'elle est mise au pied du mur aussi. Et je peux comprendre quelque part que du coup, on va essayer dans tous les cas de retenir les gens parce qu'on est mis au pied du mur et qu'on se dit, ah ben mince, voilà. C'est parce que, et puis on a un système qui est très rigide aussi. Moi, j'aurais bien aimé passer par la disponibilité. Alors, je l'ai pas demandé. J'ai pas osé la demander parce que c'était en plein mois de décembre, qu'on était hors date, on n'a pas arrêté de me dire que je l'aurais jamais. Voilà, donc j'ai même pas essayé. En fait, j'étais arrivée à un point où, de toute façon, disponibilité ou pas disponibilité, la démission, elle était inévitable. Donc du coup, voilà, autant. Mais ça aurait été ça aurait été un petit coussin de sécurité. Ça Et fait un... Oui. peut-être qu'au bout des 5 ans, je me suis dit bon bah voilà, je suis partie à l'Assemblée nationale, j'ai vu 5 ans, voilà, ça permet de voir à la personne aussi un petit peu ce que ça donne dans un autre métier. Et peut-être qu'au bout de 5 ans, je serais revenue. Ça peut... Peut-être pas, j'en sais rien. Peut-être pas. En fait, on peut vraiment pas savoir tant qu'on n'y a pas été. Ce que j'ai noté en revanche, c'est que la disponibilité, ça a tendance à accentuer le... les ressentis, c'est-à-dire qu'une personne qui va être très stressée, qui a peur de démissionner, qui va opter pour la disponibilité, va pouvoir rester des années et des années jusqu'au dernier moment en dispo, et puis au bout de 5 ans, même 9-10 ans pour les premiers que j'ai interviewés, qui avaient encore les longues dispo à l'époque, une personne notamment, je pense à Caroline, qui a fait ses 10 années en dispo, et qui tous les ans me disait j'hésite, et au final elle est restée en dispo jusqu'au bout, et arrivée au pied du mur, elle a démissionné, mais moi je savais depuis le début qu'elle démissionnerait, je pense qu'on était nombreux autour d'elle, mais elle, bah ça veut dire que voilà, elle avait besoin de cette sécurité-là. Moi j'ai demandé ma dispo, parce qu'en l'occurrence c'était pour suivi de conjoint, donc je savais que ça allait être de droit, et que ça m'assurait de ne pas faire la rentrée de septembre. Mais au bout de 2 mois et demi, j'ai demandé ma démission. Parce que je savais que moi, à l'inverse, de garder un pied dans l'éducation nationale, ça ne me permettait pas de me donner à 100% dans la suite de ma vie professionnelle et personnelle, puisque tout est lié aussi. Mais moi, j'avais ce besoin-là. En fait, je me sentais pas en sécurité, je me sentais coincée. Et je pense que ça dépend vraiment de nos ressentis, de nos peurs, de nos blocages. Il y a plein de choses qui se construisent aussi dans notre enfance, qui sont là depuis des années. Enfin, c'est un long travail de changer tout ça. Donc, la dispo, ouais, ça peut être un avantage, mais il faut pas tomber dans le piège de cet avantage-là. Après, moi, effectivement, je l'avais pas envisagé comme ça. J'avais pas envisagé que ça pouvait devenir un piège. Après, moi, je me sentais déjà piégée. Les 6 dernières années, en fait, je me sentais dans une espèce de cage, enfermée dans une cage, prisonnière d'un système, voilà, dont j'arrivais pas à m'extraire et dont je voyais pas comment je pourrais m'extraire. Donc je me sentais déjà piégée. Mais effectivement, peut-être que la disponibilité, j'aurais peut-être pas passé des concours. Je serais peut-être pas en train de passer des concours parce que j'aurais cette disponibilité-là et en me disant, ah bah oui, mais de toute façon, j'ai toujours mon ancien concours, donc je peux revenir quand je veux. Donc effectivement, peut-être que ça m'aurait pas poussé autant à tout quitter, en C'est fait. ça. En fait, tu ne le sauras malheureusement jamais. Non, et tant mieux. Enfin, je veux dire, j'ai pas forcément envie de le savoir. Ouais. Je crois que c'est arrivé à un moment, en fait. Alors ça a été difficile, ça l'est encore. Voilà, il y a des moments où je panique complètement en me disant, et si j'arrive pas le concours, si j'arrive aucun concours, si j'y arrive pas, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, il y a encore des moments où je vais paniquer, mais j'ai aucun regret. Ça c'est clair et net. Je pense que je suis alignée avec moi-même parce que je me sens à ma place là où je suis, ce qui n'était pas le cas quand j'étais encore à l'éducation nationale. Je me sentais plus à ma place. Voilà, et je crois que j'en suis ressortie plus forte. C'est-à-dire que j'ai déjà été capable en fait de faire des choses que je ne me sentais pas capable de faire. Je me serais jamais imaginé démissionner. Moi, voilà, encore une fois, c'était ma vocation. Je me voyais pas démissionner du tout. C'était, je resterai prof jusqu'à la fin de ma carrière. Je passerai peut-être la Greg, voilà, mais je resterai prof jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, c'est voilà. 70 ans et plus. Voilà. Non, je serais partie avant quand même, je pense.
Mais voilà, maintenant je me sens à ma place. J'ai été capable de dépasser les barrières que je me mettais, les a priori que je pouvais avoir. J'ai été capable de dépasser certaines peurs. Alors oui, elles sont encore là, mais je les ai dépassées une fois. Donc je serai encore capable en fait de les dépasser et je vais être encore capable d'avancer et puis d'aller chercher ce que j'ai envie d'aller chercher. Un concours, un CDI, une autre boîte, une autre formation, je sais pas. Mais voilà. Et ce qui m'aide aussi, ce qui aide aussi, c'est que j'ai à nouveau des projets. Le fait d'être enfermée, d'avoir cette impression d'être piégée à l'éducation nationale, j'avais plus de projet. Je voyais pas l'agrégation. Ouais, passer une agrègue. Ouais, mais en fait, c'est le même métier. Je veux dire, je change pas. Ça va être le même système. Oui, Mon il y a agrègue, ouais, peu je me d'évolutions qui diffèrent vraiment de ce qu'on fait déjà. C'est ça, il y a peu d'évolution. Je me voyais pas devenir chef d'établissement. Honnêtement, perdre le contact avec les élèves, non, ça m'attirait pas. Et là, en fait, maintenant, j'ai des projets. Voilà. Alors, est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça va pas aboutir? C'est pas le plus important, en fait. Je crois que ce qui va nous aider aussi à avancer et puis à trouver des solutions, c'est de se dire qu'on est capable de le faire, qu'on peut y arriver et qu'on a des projets. Voilà. Après, est-ce qu'ils vont aboutir, est-ce qu'ils vont pas aboutir, c'est pas la question à se poser. C'est de se dire j'ai un projet, bah, je vais y aller, j'y vais, je tente, ça passe, j'y arrive, eh ben, c'est génial. Et voilà, je peux passer à autre chose et puis faire d'autres projets personnels, familiaux, etc. Et voilà, parce que j'aurai sécurisé à nouveau la sphère professionnelle. Et si ça passe pas, eh ben c'est pas grave, j'y retourne. J'aurais appris des choses, j'aurais mûri, j'aurais grandi. Et pourtant, voilà, j'arrive à un âge où je suis quand même plus toute jeune non plus. Je t'ai pas Mais, demandé quel âge tu as. je vais avoir 49 ans. Ok. Je vais avoir 49 ans. Donc, je suis pas vieille non plus, Non. hein, on va pas enterrer, mais je suis plus toute jeune non plus. J'ai une expérience, j'ai un vécu, voilà, je suis plus la même que quand j'ai eu mon concours et C'est que sûr. j'étais toute naïve, stagiaire, voilà. Mais je continue quand même à tirer des conséquences et à tirer des leçons de cette reconversion, de ces concours que j'ai pas, que j'arrive pas, voilà. Et ben du coup, les prochains, bah, je fais différemment. Et puis au bout d'un moment, ça finira bien par arriver. Ouais. Et, Je trouve ça beau la façon dont tu as exprimé le fait que le but c'était pas forcément de d'atteindre ses objectifs ou d'arriver au bout de ses projets, mais juste d'en avoir. Parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte quand on est prof, tout est balisé pour la moindre chose, il faut faire des demandes, tout est très infantilisant. Et c'est un tel luxe qu'on ne. Il y a presque pas de mots pour ça n'a pas de prix de juste pouvoir avoir des projets. Pouvoir se dire si j'ai envie de faire un truc, juste je le fais et ça marchera ou ça marchera pas, mais au moins tu peux essayer. Moi là l'autre jour je suis tombée sur une offre de poste qui était génialissime, qui était vraiment conçue pour moi. Franchement si je l'ai pas, je comprends pas. Mais j'ai postulé comme ça dans la foulée en me disant mais en fait il y a rien qui m'empêche de le faire à part potentiellement la peur de pas l'avoir. Mais en fait si j'essaye pas je saurais pas. Donc j'ai postulé sans rien demander à personne. Et c'est moi qui organiserai ma vie en fonction de si ça passe ou si ça passe pas. Et c'était juste trop bien de pouvoir me dire oh, imagine, j'ai ça. Et en fait, si je l'ai pas, c'est pas grave, parce que ce que j'ai aujourd'hui, bah, ça me convient aussi. Je suis pas malheureuse dans ce que j'ai aujourd'hui. C'est juste que maintenant, quand on a quitté une situation qui ne nous convenait pas, on n'était pas bien, on n'était pas en bonne santé, etc. Une fois qu'on s'est retapé, qu'on est dans quelque chose d'agréable, de confortable, même si tout n'est pas rose, bien évidemment, mais quand plus de 50% du temps ça va bien, c'est déjà pas mal, et qu'on peut juste avoir le choix de est-ce que je reste dans ce qui est bien ou est-ce que je prends encore mieux, que ça marche ou pas, juste d'avoir cette possibilité, c'est agréable. La possibilité de potentiellement changer alors qu'on n'est pas malheureux, juste changer pour être encore mieux. Moi, je trouve ça agréable, franchement. Et c'est même pas quelque chose que j'aurais envisagé, tu vois, avant, j'avais même pas idée que ce sentiment puisse exister. non, je crois on était. Encore une fois, on est très formaté. C'est ce que tu dis. Tout est balisé. Tout est. Moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, d'avoir été formaté en fait dès le départ. Oui. Mais tous les concours sont Bah tous les oui, ouais. concours, il faut rentrer. Voilà, c'est pas qu'à l'éducation nationale, mais d'avoir été formaté et d'avoir été formaté en fait pour tout accepter. Alors c'est peut-être lié à moi et à mon caractère aussi, à mon éducation, à mon histoire personnelle, mais à tout accepter, à courber le dos, à faire le dos rond en attendant éventuellement quelque chose de meilleur.
Voilà. Moi, j'ai l'impression que ces 22 années, en fait, ça a été un petit peu ça aussi quelque part, parce que j'ai eu d'énormes satisfactions avec l'enseignement. Ça, je le renierai pas. Je crois que je me définis même encore aujourd'hui comme étant encore prof parfois. Voilà, donc il y a des habitudes, ça prend du temps avant C'est de les long, hein. changer. C'est très très long. Voilà, c'est très très long. Encore une fois, le formatage, il a bien été fait. Hein. Voilà, et puis voilà, c'était ça que je voulais faire. Mais en même temps, maintenant, j'arrive à rentrer aussi dans des cases encore. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression que j'y rentre en ayant conscience de ce que ça va vouloir dire, de ce que ça implique, et donc du coup d'avoir aussi mûri par rapport à ça. C'est-à-dire que les premières années, j'étais thésédaire tous les ans. Ça, c'est mon mari qui me l'a rappelé. Moi, je m'en rappelais pas du tout. Tous les ans, j'étais dans des angoisses pas possibles à partir du mois de juin jusqu'au mois d'août pour savoir dans quel établissement j'allais être. Est-ce que j'allais avoir un poste à l'année? Est-ce que j'allais être en remplacement de courte durée? Est-ce que j'allais être à côté de la maison? Est-ce que j'allais être, etc. J'ai eu des enfants à un moment où j'étais encore thésédaire. Donc, et comment je vais faire avec un bébé si je suis pas à côté de la maison? Si on m'envoie, à cette époque-là, j'étais déjà en région parisienne, donc je pouvais faire en fait tout le département, etc. Et j'étais dans des angoisses, mais terribles, parce que je savais pas du tout où j'allais me retrouver. Et ça, c'est mon mari qui me l'a rappelé. Moi, je gardais que les côtés positifs, et tant mieux. C'est le côté résilience aussi qui est très, très important dans tous les processus. Mais lui m'a rappelé aussi ce côté-là, en me disant, mais tu te souviens pas à quel point en fait tu étais angoissée tous les ans avec ces mutations, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui est revenu avec la réforme de 2016 où j'ai perdu mon poste. Je crois que cette angoisse-là, elle est revenue aussi à un certain moment, et où je me suis dit, en fait, à bientôt 50 ans, j'ai envie d'autre chose. J'ai plus envie en fait d'angoisser pour savoir où est-ce que je vais me retrouver, est-ce que je vais rester dans la même ville, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, faut que je me réhabitue à une nouvelle façon de faire, à de nouvelles équipes, à de nouveaux élèves. J'ai plus envie de ça en Oui, fait. à un moment, on aspire aussi à un peu plus de sérénité, de stabilité, mais ce qui est intéressant, c'est que pour que ton conjoint s'en souvienne si bien de ces états de stress, c'est qu'ils ont dû vraiment exister très fortement, et aussi pour l'entourage, et ça ne démontre qu'une fois de plus que nos ressentis, déjà qu'il n'y ait pas de cloison entre notre vie pro et vie Ouais. perso, et que nos ressentis atteignent aussi nos proches, donc une reconversion, ouais, ça peut faire peur, mais ça peut aussi faire du bien à tout le monde autour, quoi. Alors, dans certaines mesures, évidemment, et c'est différent pour chacun, mais je trouve ça quelque part beau qu'ils se souviennent de ça, et qui, aujourd'hui, j'imagine qu'il a le sentiment inverse, en fait. S'il l'a ressenti négativement à une époque, là, il doit ressentir positivement les choses pour toi aujourd'hui. Ah, c'est clair. Alors de toute façon, la famille, elle a un rôle essentiel. Après, moi, tous mes proches ont été ravis parce que je pense qu'aussi ils le savaient. Je Ouais. pense qu'ils savaient que la démission, elle était inévitable. Ils l'ont peut-être même su avant, peut-être même avant C'est moi. souvent comme ça. C'est très souvent comme ça. D'ailleurs, voilà. Après, les, j'ai l'impression que lui n'a jamais eu peur. Je crois un de mes gros problèmes à moi aussi, ça a été que je ne me faisais plus confiance. Je suis quelqu'un qui déjà ne se fait pas confiance de base. Je doute énormément de moi. Ça, j'ai un problème de confiance en moi qui est inhérent à mon caractère. Voilà. Et je me suis aperçue que mon conjoint avait plus confiance en moi que moi en moi-même. Alors, Oui. je ne sais pas si je suis très claire. Moi, je le Et, comprends parfaitement, parce que j'ai vécu la même situation pour ma reconversion. Et je pense voilà. qu'on Et n'est pas les seuls. c'est ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a un moment, il fallait que j'apprenne aussi à me faire confiance à moi et à faire confiance à mes ressentis. Pendant trop longtemps, c'est mon cerveau qui a parlé. Je veux la sécurité, je peux pas partir, j'en ai trop bavé pour en arriver là où je suis arrivée. J'ai pas fait tout ça, j'ai pas supporté tout ça pendant tant d'années pour maintenant abandonner, etc. Et j'ai tendance à être un petit peu pitbull aussi. Quand je veux quelque chose, je m'y accroche et je lâche pas facilement. Voilà. Mais en même temps, j'ai complètement tu toutes ces petites choses en moi qui me disaient oui, mais là non, la couleuvre elle est trop grosse à avaler.
là non, tu y arriveras pas. Là c'est cette fois-là, la montagne elle est trop haute à gravir, tu y arriveras pas et tu basculeras pas de l'autre côté. Et il y a un moment où je me suis dit, ça a été aussi quelque chose au moment de l'Assemblée nationale, au moment de la prise de décision et de l'envoi du CV. Je sentais que c'était ça. Je sentais qu'il y avait un truc. Je retrouvais, quand j'en parlais, je me voyais déjà à l'Assemblée nationale. Avant même d'avoir envoyé le CV, je m'y voyais. Je disais, ah ouais, ce serait trop cool. Le palais, il est magnifique. J'aurais un lieu de travail qui est superbe. Voilà. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'avais les yeux qui brillaient. Moi, je me voyais pas, mais voilà, ça m'a porté, ça m'a emporté. C'est même plus que porté, ça m'a emporté. Et là, je me suis fait confiance. À ce moment-là, c'est plus la peur c'est plus mon cerveau qui a pris le dessus, c'est mon cœur qui a pris le dessus. Et je crois que c'est ça. Alors, il faut pas tout le temps que le cœur parle non plus. Voilà, faut qu'il y ait un équilibre, faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Mais voilà, il y a un moment où je me suis dit là c'est ça. Voilà, là il faut le faire. Mais c'est voilà, ça reste, c'est possible de le faire, mais ça reste un long processus. Et on a vraiment besoin en fait d'essayer de trouver de l'aide. Alors on peut arriver à en trouver un petit peu à l'éducation nationale parce qu'il y a quand même des Il y a, dispositifs oui, de là. plus en plus, hein. Je pense qu'ils commencent à prendre conscience du problème. Après, c'est juste Voilà. que tout est long et lent, mais ça arrive, ça C'est arrive. long et lent et c'est bien caché aussi. Oui. Moi, je sais que ça a été un hasard. Alors c'est la SAPAP. Je sais pas si ça s'appelle comme ça en fait dans toutes les académies, mais c'est un service au rectorat de Versailles qui s'occupe d'aider un peu les profs en reconversion. Donc pas forcément pour quitter l'éducation nationale, mais qui vont essayer de nous trouver des pistes, etc. Et c'est cette personne-là, alors qui est super et qui était elle aussi plus ou moins pas bien parce qu'elle faisait très bien son travail et qu'elle était complètement débordée. Malheureusement, cette dame, je la remercierai jamais assez. Et je comprends ce qu'elle, je comprends ce qu'elle vivait à l'époque quand j'étais en contact avec elle. Mais c'est elle, par exemple, qui m'a parlé de la médecine du travail, qui m'a donné les contacts pour prendre contact avec le médecin du travail, pour prendre contact avec le psychologue du travail. Alors pour moi, ça n'a pas porté autant ses fruits que ce que je pouvais attendre, mais ça c'est pas le problème. Mais voilà, il y a eu des moments aussi, ça contribue tout ça, même si ça n'aide pas sur le moment, ça va aider après à prendre des décisions ou ça va aider à faire basculer le point de vue d'un côté ou d'un autre. Voilà. Donc, c'est d'arriver à trouver d'arriver à trouver et au niveau de l'éducation nationale et en dehors aussi, d'arriver à trouver des points d'appui et des gens qui vont être inspirants. Et puis, au bout d'un moment, on va finir par se dire, mais voilà, si eux y arrivent, ben pourquoi pas moi? Je suis pas plus bête C'est qu'un ça. autre. Si eux sont capables de le faire, voilà. Moi, ton podcast, ça a été vraiment le tout premier épisode que j'ai écouté. C'était l'épisode avec, pareil, une ancienne prof d'allemand qui fabrique, je Des crois, cagettes. des cagettes. Mais Voilà. c'était Anne. Cet épisode, je l'adore. Et en fait, ça a été le tout premier épisode, moi, que j'ai écouté de toi parce que bah voilà, ça me parlait. Elle était prof d'allemand comme moi, etc. Et, et je me suis encore un peu plus identifiée à elle parce on était prof d'allemand toutes les deux. Et du coup, je me suis dit, ouais, et puis en même temps, si elle est heureuse simplement en fabriquant des cagettes, ben Bah peut-être oui, que moi aussi je pourrais être heureuse à fabriquer des cagettes. mais c'est ça. Pourquoi essayer de chercher autre chose, des grands trucs, etc. On commence petit, voilà, on Ouais, y va et petit puis et puis ça dépend de là où toi tu tires ton plaisir et ton bien-être. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un travail, on va dire, prestigieux, ou du moins qui, d'un point de vue de la norme sociale, fait bien, entre guillemets, quand on le présente à un repas de famille, quand on rencontre des amis, etc. Mais il y a des gens qui ont juste envie d'être heureux dans leur quotidien personnel et d'avoir zéro charge mentale, juste assez d'argent pour kiffer au quotidien, et basta, ça va pas plus loin. Et en fait, Anne, dans son témoignage, et moi c'est ce qui m'a marqué, c'est un épisode qui a été énormément écouté, parce que je pense aussi de la curiosité, tout simplement, du nombre de fois où je vois, moi, sur les réseaux, des enseignants qui parlent de leur mal-être et des gens qui n'y comprennent rien, qui répondent « bah t'as qu'à aller bosser à l'usine ». Mais moi, je me fais une joie de poster cet épisode en réponse aux commentaires, en disant « mais oui, excellente idée, d'ailleurs j'ai une personne que j'ai interviewée qui l'a fait, elle est beaucoup plus heureuse aujourd'hui, n'hésite pas toi aussi ». Et en fait, les gens disent ça par pure méchanceté, mais en fait, c'est pas nul de travailler à l'usine si ça correspond à toi, tes besoins.
Parfois, il vaut mieux faire quelque chose qui nous va bien et qui nous rend heureux sur du long terme, plutôt que de se forcer à rentrer dans une case dans laquelle, de toute évidence, on ne rentrera pas. Mais c'est compliqué à penser parce qu'on n'a pas grandi comme ça. On nous pousse pas à penser comme ça quand on est petit. Enfin, c'est pas vers ça qu'on nous pousse en tout cas, quoi. Non, 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 c'est clair. Et puis, je pense que c'est vraiment important ces témoignages-là parce que ça reflète aussi, enfin, ça montre aussi que la reconversion, c'est énormément de questions qui vont se poser aussi parce que travailler à l'usine, ça veut dire qu'on va moins bien gagner sa vie. Alors ouais, on sera peut-être plus heureux, mais la peur aussi par rapport à l'argent, etc., c'est vraiment une remise en question, j'ai envie de dire quasi complète. C'est-à-dire que c'est des aspects qui peuvent faire peur aussi. L'argent, on en a besoin pour vivre, hein, on en a tous besoin pour vivre. Est-ce qu'il rend heureux? Je ne sais pas. Puis ça, c'est chacun, ça c'est personnel aussi, hein, c'est lié à l'éducation, etc. Mais moi, ça a été quelque chose aussi qui me faisait peur. Parce que, alors j'ai pourtant un mari qui est, voilà, qui est très stable et cetera. Il y a pas de souci et j'avais pas de raison en fait d'avoir une crainte par rapport à ça. Mais le fait est que moi je voulais rester indépendante. Je voulais être indépendante financièrement. C'est quelque chose que je ne supporte pas, de me dire que je peux être dépendante de qui que ce soit financièrement. C'était quelque chose qui me faisait très peur. Donc c'est pareil, c'est rentré en compte aussi, ça en ligne de compte lors de la reconversion, lors du bilan de compétences. Et c'est vrai que Caroline, elle le fait très bien aussi parce qu'elle aborde aussi ce côté-là, hein, le côté financier. Et c'était, moi, ça a été quelque chose aussi qui me faisait peur, de me dire, mais est-ce que je vais accepter d'être payée moins? Est-ce que je vais, voilà, parce qu'on veut toujours viser un peu plus haut, etc. Et une remise en question de se dire, mais en fait, au bout d'un moment, là, d'accord, je suis prof, je gagne tant, mais tous les mois, je dépense tant parce que je vais voir mon médecin, je sais pas combien de fois par semaine, parce que je vais pas bien, etc. Donc, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je gagne un peu moins, puis que j'arrête en fait de dépenser de l'argent dans les médecins, etc., dans des antidépresseurs, dans des trucs, voilà. Et donc du coup, ça nous force aussi à nous poser aussi les bonnes questions et puis à sauter le pas aussi. Et puis, je pense qu'il y a un moment où on est prêt. C'est comme la reconversion, c'est ce qu'on disait, hein, ça va être plusieurs petits pas, plusieurs petites pierres qu'on va mettre petit à petit. Ça va commencer par des cailloux, puis ça va devenir des pierres, etc. Le processus pour en arriver à dire je démissionne, c'est la même chose. Ça va être plein de petits cailloux, et puis au bout d'un moment, ça va devenir des pierres. Et puis on va se dire bon allez, là maintenant stop, on arrête. Donc il y a un moment en fait, il faut se laisser. C'est horrible à dire parce qu'on m'aurait dit ça il y a 6 ans, j'aurais éclaté en sanglots. J'aurais dit mais non, c'est pas possible, non, je peux pas. Mais en fait, il faut se laisser le temps. Il faut laisser les idées mûrir. Il faut se laisser le temps. Alors c'est dur quand on n'est pas bien, quand on tombe, qu'on se relève et puis qu'on retombe en se disant mais là je peux pas tomber plus bas. Et puis si on se relève et puis la fois d'après on tombe encore plus bas. Donc c'est dur aussi à entendre que toutes ces chutes-là en fait, et ben si on va arriver à s'en sortir. Et puis que ces chutes-là en fait, ben, c'est un petit pas supplémentaire qui va nous emmener en fait vers quelque chose de mieux pour aller mieux en fait. C'est à la fois se faire confiance à soi parce qu'on sait, il y a que nous qui savons en fait ce qui est le mieux pour nous, même si effectivement les proches jouent un rôle aussi, hein, il faut les prendre en considération, mais il y a que nous pour savoir en fait ce qui est bon pour nous, jusqu'où sont nos limites, ce dont on est capable. Et puis il y a des fois on peut se surprendre aussi, et puis se surprendre vraiment de façon positive, et on peut y arriver en fait. On peut arriver à passer ce pas de demander la dispo, de demander la démission, de demander une rupture conventionnelle de contrat, quelle que soit la forme que ça prend, ou alors de repasser d'autres concours, ou de partir dans le privé, etc. Mais c'est tous ces petits pas-là en fait, et il faut vraiment se laisser le temps. Faut prendre malheureusement parfois son mal en patience et laisser mûrir les choses. C'est horrible à dire à certains moments. Moi, il y a parfois où j'avais envie d'hurler en me disant mais arrêtez de me dire ça, c'est pas possible, voilà. Et puis maintenant, en fait, ben voilà, maintenant que je l'ai fait et avec le recul, et ben ouais, je me rends compte qu'en fait,
c'était ce moment-là. C'était pas avant, c'était pas après, c'était ce moment-là. Et puis, j'ai su le saisir, en fait. Voilà. Et c'est le plus important. C'est de se faire confiance. Et puis, de saisir quand on sent que ça va être ça, et d'oser y aller, en fait. Je n'aurais pas dit mieux. Je te donne mon micro si tu veux. Non, je te lègue le podcast. Non, je vais quand même te poser la question signature du podcast avant de te quitter. Saurais-tu compléter la phrase « Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis » épanouie. Oui. C'est mon petit plaisir à la fin de chaque épisode de me dire encore une histoire qui se finit bien. Et il y en a plus que ce qu'on pense et c'est important d'en écouter parce que tu es la preuve une fois de plus que tout est possible. Et que chaque projet correspond à chaque personne en fonction de chaque besoin, de chaque envie, de chaque situation. Et je trouve ça très beau et je suis très heureuse de redémarrer cette saison avec toi et avec tous les échanges qu'on vient d'avoir parce que je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui vont malheureusement reprendre la classe dans un sentiment de ça n'allait déjà pas l'année dernière et peut-être que ça n'allait déjà pas l'année d'avant et puis c'est reparti pour un tour et qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que c'est long et est-ce que je suis capable et en fait c'est des questionnements qui commencent malheureusement au 1er septembre pour certaines personnes et je suis passée par là et toi aussi et j'espère que cet épisode atteindra les bonnes oreilles de la bonne façon mais tu as parfaitement exprimé le ressenti de milliers de personnes je pense. Voilà. Et moi, j'espère que j'aurai aidé des profs comme les profs qui sont passés avant moi l'ont fait pour moi. Et je dois avouer que j'ai l'impression d'avoir bouclé une boucle avec ce podcast. Ça parce que non, mais c'est, alors c'est le mot, voilà, on va sortir les mouchoirs. Et quand j'écoutais les podcasts, je me disais, je me projetais aussi un peu dans l'avenir. Je me disais, j'aimerais bien être ces profs qui parlent de leur expérience, qui s'en sont sortis, qui vont aller, qui vont donner du positif à ceux qui sont encore dedans. Et puis j'y suis. Voilà. Donc merci à toi en fait de m'avoir donné cette opportunité-là parce que avec plaisir. J'ai bouclé une boucle. Ouais. Moi je te remercie toi. Alors déjà pour cet échange, mais aussi parce que avant d'être sur le podcast en tant qu'invitée, tu as fait partie des auditrices de cette émission et c'est parce qu'il continue d'y avoir de l'audience, de la demande et puis aussi beaucoup de remerciements et enfin voilà, moi je reçois beaucoup de gratitude que finalement je me suis dit allez, j'arrête pas au bout de la 5e saison, j'en commence une 6e. Parce qu'à la base, l'épisode qu'on enregistre là n'aurait pas dû exister. J'aurais dû m'arrêter juste avant. J'avais toujours dit, je fais 5 ans et j'arrête. Et là, ça y est, c'est la première nouvelle interview de la 6e saison. Donc, tu vois, tout arrive pour une raison. Tant mieux. Eh bien, écoute, je suis vraiment ravie. Et puis, j'espère vraiment que ça va continuer. J'espère que le podcast va continuer parce qu'il est vraiment... Il est vraiment fondamental en fait. Moi, il m'a vraiment aidé et il m'a fait rêver à des moments où je pensais que j'étais plus capable de rêver. Donc merci à toi de continuer à faire ça. Mais je te remercie aussi et puis je vais m'arrêter là avant de verser une petite larme devant tout le monde. Et puis on se tiendra au courant et puis je te réinviterai dans 5 ans. Hein. C'est avec plaisir que j'y répondrai sans aucun problème. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt! Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu envisages peut-être de changer de métier. Et il est fort probable que tu ne saches ni quoi faire, par quoi commencer ou encore vers qui te tourner. Pour t'aider à répondre à cette question, je me suis associée à Caroline Escalier. Elle est coach certifiée, spécialisée dans le domaine de la reconversion professionnelle et elle a fondé les Explorateurs engagés.
Ensemble, nous avons créé un bilan de compétences adapté aux enseignants et plus de 40 profs nous ont fait confiance au cours des 3 dernières années. L'objectif d'un bilan de compétences, c'est de t'aider à dessiner la suite de ta carrière en tenant compte de tes capacités, de tes envies, de tes contraintes, de tes valeurs et bien sûr du marché du travail. Ça peut donner lieu à un réalignement dans ton poste, à un pas de côté vers un autre métier ou à une reconversion totale aussi bien dans la fonction publique que dans le salariat ou l'entrepreneuriat. L'intégralité de ce bilan de compétences se déroule à distance et en visioconférence. Il comporte 16 heures d'accompagnement, dont 5 séances collectives et 3 séances individuelles, une plateforme d'exercice, un groupe de discussion et des ressources adaptées. Tout est pensé pour que tu puisses cheminer le plus sereinement possible. Alors si tu ressens le besoin ou l'envie de changer de métier, mais que tu te sens bloqué, que tu ne sais pas dans quelle direction aller ou par quoi commencer, je t'invite à réserver un rendez-vous découverte avec Caroline pour en discuter. C'est gratuit, sans engagement, et ça t'aidera à savoir si oui ou non ce bilan de compétences est fait pour toi. La session d'octobre est complète, mais la suivante débute en novembre et 4 places sont disponibles. Plus d'informations sur avantjtprof.com.